pour nous parler un peu plus en détail de la nouvelle politique d'architecture et son impact justement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'invite M. André Bourassa à venir prendre la parole. Donc, M. Bourassa a été président de l'Ordre des architectes du Québec au cours de 4 mandats consécutifs, soit de 2005 à 2013. Il est architecte et fondateur de Bourassa, Gaudreault et Associés et est aussi un leader dans les domaines de la conception éco-énergétique et la recherche de matériaux innovants. Donc, pour nous parler de cette nouvelle politique et de son impact sur la qualité de l'air intérieur et des matériaux et des sujets touchant l'architecture, j'invite M. André Bourassa. Bonjour. Bonjour. Merci, Viviane. Merci beaucoup de cette présentation. Je serai, vous le verrez, ad lib, sans texte, une phrase après l'autre, pour vous parler d'expériences que j'ai pu avoir dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, particulièrement avec ou grâce au programme de la SCHL. J'ai pu donner des formations pendant une quinzaine d'années sur la qualité de l'air intérieur. On a formé des investigateurs en qualité de l'air intérieur. Et je n'ai pas 22 ans, ça se voit, mais pourtant, ça a été très riche d'enseignement et de retour d'expérience à travers ces années à la SCHL, mais à travers aussi toutes ces années à la présidence de l'Ordre, des confidences et des commentaires de collègues architectes par rapport au cadre bâti. Et j'ai un temps relativement court pour m'adresser à vous, puis c'est correct. Ça nous force à être un peu synthétique, mais pas plus tard qu'hier, j'étais dans un ensemble immobilier qui est très, très, très endommagé par l'eau, et ce n'est pas un vieil ensemble immobilier, mais c'est majeur, c'est plusieurs dizaines de millions de valeurs. Alors, sur la qualité de l'air intérieur, évidemment, vous êtes au courant des contaminants chimiques, des contaminants biologiques et aussi de nos sensibilités différentes. On est ici dans un domaine où on est entre le domaine de la santé et le domaine du bâtiment. Et dans un cas, pour les gens de l'aménagement, les professions architectes, ingénieurs et autres, nous avons des obligations de résultats, alors que dans le domaine de la santé, on a des obligations de moyens. C'est vraiment très différent. Mon médecin, peu importe comment il prendra soin de moi, au jour de mon dernier jour, je serai 6 pieds sous terre. Il ne peut pas en être autrement. Dans le cas des bâtiments, on s'attend à ce que le toit ne coule pas, à ce qu'il n'y ait pas d'eau, d'infiltration d'eau sous-sol non plus, ce genre de choses-là. Mais il faut ajouter, au-delà des matériaux à faible émission, parce que je vous relate l'anecdote du temps de la SCHL, quand il a été question de produire un document qui se serait appelé Guide des matériaux sains, il a dû s'appeler finalement Guide pour des matériaux pour les personnes hypersensibles, parce que l'industrie des matériaux existants se sentait mal à l'aise de ce document, dans le sens suivant: nous qui produisons des matériaux, est-ce qu'on fait des matériaux malsains? C'est là-dessus que nos élus étaient interpellés. Alors, il faut faire très, très attention de distinguer tout ça. La politique d'architecture, je veux quand même y arriver un peu. On a dedans des principes qui sont extrêmement positifs, extrêmement intéressants pour avoir non seulement une architecture de qualité, mais des bâtiments qui soient durables. Qu'est-ce que ça donne de faire du style, abondamment de style, si au final, les gens sont malades dans leur bâtiment pour des raisons de contamination chimique ou biologique? J'ai eu l'occasion de l'exprimer en commission parlementaire il y a déjà plusieurs années aux élus de l'Assemblée nationale pour dire: c'est plus spectaculaire une poutre qui tombe, comme c'est arrivé à l'époque. Une poutre qui tombe, c'est plus spectaculaire, mais les contaminants de l'air intérieur tuent à petit feu, c'est moins spectaculaire, mais il faut en parler quand même et il faut être vigilant pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les budgets qui sont impartis
pour construire soit des nouveaux logements ou soit pour rénover des logements existants. Ça veut dire que les budgets doivent être utilisés à bon escient et non seulement dans l'habitation, mais aussi, évidemment, dans les bâtiments d'ordre scolaire, industriel, où on passe beaucoup de temps. Une brève parenthèse à propos des seuils. Est-ce qu'on établit des seuils de contamination pour tout le monde? Je ne peux pas faire mieux que vous partager, évidemment. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas ni un hygiéniste, ni un biologiste. Je suis un simple architecte, mais qui a pataugé là-dedans beaucoup. Et là, je vous partage l'opinion de Virginia Salares, docteur en chimie, qui était l'instigatrice du programme de qualité d'air à la SCHL, pour dire qu'un seuil, on peut l'établir pour un milieu de travail, pour une personne en bonne santé. Est-ce qu'on peut établir le seuil pour des petits-enfants qui se promènent à quatre pattes à ras du sol ou pour des personnes âgées qui sont plus affaiblies? Les seuils voudront pas dire la même chose selon les clientèles auxquelles on s'adresse. Pour avoir eu à investiguer plusieurs bâtiments en termes de qualité d'air, je peux vous dire que des gens se sont trouvés très sensibles par rapport à certains matériaux ou à certains produits et que d'autres personnes, c'est à d'autres produits qui réagissent. Il n'y a vraiment pas une règle universelle. On aimerait ça qu'il y en ait une recette pour tout le monde. Malheureusement, je pense que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est-à-dire infiniment diversifiée de par son milieu de naissance, de par ses expériences, de par ses sensibilisations, et ça, ben, je vous le partage aussi, non pas de ma seule expérience, mais de celle du docteur Prudhomme, qui, avec moi, a donné plusieurs formations en qualité d'air intérieur, qui était médecin de la santé publique à Québec et qui a été d'un très, très grand secours pour les aspects santé qu'on avait abordés. Ça a voulu dire aussi, après coup, après ces 15 années, excusez cette interruption de téléphone, après ces nombreuses années à la SCHL, ça a voulu dire que des gens appelaient dans mon cabinet d'architecture pour toutes sortes de situations. Mais quand une personne appelle, elle dit « Mon conjoint, c'est un médecin, mais il ne me croit pas. » Et moi, je suis l'architecte, il faudrait que je diagnostique différemment la personne. Je pense qu'on joue assez de prudence pour éviter ce genre de piège-là. Je reviens à la politique d'architecture pour au moins parler des étapes et des conditions de qualité pour avoir un bon projet. Et en ça, c'est facile à trouver sur Internet. Les termes que je vous partage aujourd'hui, c'est-à-dire les conditions de succès pour un projet d'architecture, c'est-à-dire une bonne définition des besoins. Ça veut dire, par exemple, si dans ma clientèle, j'ai affaire à une personne qui est plus sensible à certains produits, ça fait partie d'une définition spécifique des besoins. Mais c'est très, très rare qu'on prendra ce soin-là. Mais ce n'est pas impossible, ça peut se faire. Ensuite, un échéancier suffisant. Plus le projet est novateur, plus il faut prévoir du temps pour le mettre en œuvre. Des fois, c'est des matériaux qui sont spéciaux. Parenthèse sur les matériaux, de faire sentir les matériaux à votre cliente. Si c'est des personnes qui ont déclaré une sensibilité particulière, c'est très, très, très utile de les mettre en contact avec ces matériaux-là. Donc là, on est dans un échéancier suffisant pour aborder ces aspects-là. On a aussi un budget en phase avec les ambitions. On a une chanteuse très connue au Québec qui s'est fait construire un théâtre à Las Vegas. Elle avait un très gros budget, mais elle en voulait encore plus. Alors, il y a quand même eu des ajustements. Alors, à plus forte raison, en habitation, il n'y a pas de prix prédéterminé au pied carré. Ça varie énormément d'une construction à l'autre, enfin, dans le domaine de l'habitation. Un autre aspect important, c'est un processus efficace pour demander des prix, pour choisir aussi son équipe d'entrepreneurs. C'est très important. Puis enfin, un retour sur expérience, une revue post-mortem.
vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y a des litiges en construction, lorsqu'il y a des avaries, à partir du moment, c'est tant mieux, où on a une bonne protection par un fonds d'assurance, ben, les règlements se font derrière des portes closes sans admission de responsabilité. Ça peut se comprendre, mais en même temps, ça fait qu'on ne profite pas malheureusement des expériences du passé pour s'améliorer vers le futur. Alors, la revue post-mortem est très, très, très importante. Est-ce que je dois rappeler que même si on a choisi des matériaux avec la plus faible émission possible, il y aura toujours la possibilité que vous rapportiez des émissions chimiques lorsque vous allez à l'épicerie, que ce soit des produits d'hygiène personnelle, que ce soit des lessives, des détergents, des produits pour nettoyer. Et ça, c'est insidieux, c'est très insidieux parce qu'on associe ces produits-là au propre, au net, à l'auto neuve. Cette bonne odeur d'auto neuve, elle est pourtant pas sans conséquence. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font ailleurs dans le monde par rapport à ça. La politique d'architecture, on pourrait en parler encore sur les aspects humains, puis la qualité de l'air, ça en fait partie, mais la qualité de l'air, ce n'est pas le seul besoin de l'être humain. L'être humain a besoin de lumière, l'être humain a besoin de socialiser, l'être humain a besoin de nourriture de qualité. Donc, quand quelqu'un dit « je suis très mal dans ma maison et je suis très bien ailleurs », c'est un indice qu'on peut considérer comme un point de départ intéressant. Mais ce n'est pas, encore une fois, on ne peut pas tout mettre dans le panier de la qualité de l'air, si je peux dire. Ça m'apparaît très, très important. C'est ce qu'on a constaté à travers tant et tant de cas que j'ai eu l'occasion de faire et dans toutes les formations aussi. Alors, je compléterai là-dessus. Je vois que le temps a déjà cheminé. J'avais, je pense, une dizaine de minutes, n'est-ce pas, Valérie? Ça va très bien, M. Bourassa. En fait, vous pouvez conclure. Nous sommes dans les temps. Bon, super. Alors, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet Politique d'architecture, gouvernement du Québec, même si c'est pas, ça fait partie d'une stratégie globale et même si ce n'est pas un document qui est encore force de loi, c'est extrêmement transversal. On disait à l'époque, c'est un peu comme la condition féminine, ça ne touche pas qu'un seul ministère, ça touche plusieurs ministères, que ce soit le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, etc., etc. Donc, ça vaut la peine. Puis c'est une question culturelle aussi. On a parlé de patrimoine. On a un cas mais hyper dramatique qui vient de survenir dans le Vieux-Montréal. On ne veut pas qu'il y en ait d'autres, mais encore une fois, ça touche plusieurs ministères, plusieurs ministres. Il faut que tout ce monde-là travaille ensemble. J'aime pas m'entendre dire une phrase qui commence par « il faut parce que c'est personne, ça. Il faut, c'est impersonnel. Alors, je nous souhaite de mettre l'épaule à la roue et pas à pas, parce que là, on a à construire encore beaucoup de nouveaux logements. Vous le savez, si vous n'avez pas entendu l'expression crise du logement dans les médias ces derniers temps, on n'est pas sur la même planète. Alors, il faut construire des logements possiblement plus modestes, possiblement réduire, réévaluer les besoins pour avoir davantage de durabilité. On a le privilège d'initier ça et je le ferai à travers d'autres tribunes où je viens d'être confirmé et ça me fait grandement plaisir que ce soit pour un OBNL pour créer de nouveaux logements ou dans le plan de garantie de la GCR. Ça me réjouit énormément. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de se partager des retours d'expérience. Je termine avec un retour d'expérience qui a été celui d'un retour d'expérience de la SCHL où ils ont fait à l'époque, je vous parle d'il y a une vingtaine d'années, où ils ont fait un immeuble pour des personnes hypersensibles. Et je me rappelle que l'entrepreneur taquinait les architectes du groupe en disant « Vous faites trop de dentelle, vous faites trop des murs courbes, vous faites trop de design et vous oubliez la durabilité du bâtiment. » Alors, 10 ans après,
en retour d'expérience de cet immeuble-là, les habitants disaient qu'ils respiraient très bien, mais que c'était vraiment moche comme apparence. Parce que c'était déprimant. Alors, je nous laisse j'espère, sur une note qui n'est pas déprimante pour aller vers l'avant, vers le mieux et vers le plus environnemental, parce que ce qui est plus durable pour la qualité de l'air est au final beaucoup plus payant au niveau environnement aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de séminaire. Merci à tout le monde.